Vitalik Buterin, un gars qui n'avait rien accompli auparavant, a littéralement révolutionné le monde des cryptos en redonnant la liberté au peuple. Car oui, tout ce qui est sur internet n'est pas contrôlé par les utilisateurs mais par les États. Enfin, presque tout, grâce à Vitalik. Donc si tu veux comprendre comment il a fait, reste bien jusqu'à la fin. Mais avant, laissez-moi vous introduire à la crypto fondamentale, le Bitcoin. Le Bitcoin est un outil formidable, il permet à n'importe qui d'échanger de l'argent et d'en stocker sans intermédiaire. Or, l'humain a toujours été en quête de liberté, et laisser son argent, soit sa liberté financière et géographique à une tierce personne, c'est aller à l'encontre de ce besoin fondamental. Par exemple, si la banque où vous stockez tout votre argent fait faillite, vous ne pourrez vous faire rembourser que de 100 000 € maximum. En gros, le Bitcoin résout ce problème et permet une traçabilité parfaite de toutes les transactions. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin que ça au final? Sérieux, je suis sûr que ce potentiel n'est pas utilisé à son maximum. Maintenant, je sais pourquoi vous avez cliqué, alors laissez-moi vous introduire au protagoniste de cette vidéo, celui qui a le potentiel de tout changer, Vitalik Buterin. À première vue, c'est un gamin normal, sauf qu'il est beaucoup plus intelligent que moi, et ça arrive pas souvent. Plus sérieusement, c'est un vrai génie. Car au début de notre histoire, quand à ses 4 ans son père lui offre son premier PC, au lieu de jouer aux jeux vidéo dessus, il va sur Excel. Et oui, on n'est pas sur l'histoire de Faker, mais celle de Vitalik. Alors, même si ça paraît moins sexy, c'est ce qui fait sa différence et montre son esprit révolutionnaire hors du commun. Vous vous dites que c'est tiré par les cheveux, mais attendez de voir. À 7 ans, après avoir appris et maîtrisé les macros d'Excel, il code un jeu bizarre dessus, l'encyclopédie des lapins. En fait, c'est plus un univers sur les lapins dans lequel il explique tout sur eux, comment ils interagissent, mangent, dorment, bref, tout. Et en plus du fait qu'il soit très smart, on comprend qu'il est aussi pas comme les autres. Il fait pas les mêmes choses que les enfants de son âge et ne pense absolument pas comme eux. Du coup, comme on le voit avec certaines grandes figures de notre monde, penser différemment permet parfois d'accomplir de grandes choses. Parce qu'on peut avoir des idées que personne d'autre n'a eues. Et c'est pas parce que personne n'y pense que c'est une mauvaise idée. Pour revenir à Vitalik, il est né en Russie en 1994. Sa famille, pour fuir la crise économique et politique, décide d'émigrer au Canada en 2000. Comme je viens de vous l'expliquer, il est très en avance sur les autres enfants de son âge. Donc il entre dans une école pour enfants surdoués à Toronto. Et c'est qu'en 2011 que notre protagoniste rencontre le Bitcoin. Au début, il est un peu sceptique. La crypto, c'est tout nouveau et il a du mal à comprendre comment une monnaie virtuelle pourrait avoir de la valeur. Mais il se rend rapidement compte que ce qui confère de la valeur à un objet, c'est la confiance des gens en ce dernier. Et Bitcoin, c'est sécurisé, anti-fraude en quantité limitée et les gens lui font confiance. En fait, c'est un espèce d'or numérique, mais ce qui fascine le plus Vitalik, c'est la blockchain. Cet immense registre comptable où toutes les transactions de crypto-monnaies sont stockées. Et contrairement au système centralisé, dans lequel les données sont gardées dans un seul et même endroit, la blockchain, c'est plein de petits blocs qui contiennent une copie des transactions et qui sont gardés par plein de PC différents. Dans le cas de la centralisation, si on balance une bombe nucléaire sur le serveur, bah y a plus de données. Par contre, t'auras beau bombarder des millions de maisons, il y a de grandes chances pour que la blockchain et son immense registre comptable restent intacts. C'est le pouvoir de la décentralisation. Et ça, Vitalik, ça le touche beaucoup parce que quand il était gosse, il jouait à World of Warcraft. Et les développeurs, ayant les pleins pouvoirs sur le jeu et les personnages, ont décidé de supprimer la capacité de son perso. Je vais pas trop rentrer dans les détails du jeu parce qu'on s'en fout. Ce qui est réellement important, c'est que pour atteindre un monde juste, il faut que les décisions soient prises par tout le monde et à l'unanimité. C'est en fait la décentralisation du pouvoir. Et il compte bien garder ça en tête pour la suite. Car Bitcoin, c'est bien beau, mais en 2013, à part pour la thune, c'est pas vraiment utile. Sauf qu'il y a une info que je vous ai cachée depuis le début. Bitcoin, c'est deux choses à la fois. Une blockchain, le registre comptable dont je vous ai parlé tout à l'heure, et une crypto-monnaie pour stocker et échanger de la valeur. Mais et si on pouvait créer une autre blockchain? Car Bitcoin, c'est immuable, donc tu peux pas le modifier. Alors pourquoi pas faire ta propre version du truc? Donc Vitalik quitte direct ses études et part rencontrer des experts de Bitcoin du monde entier, discutant avec eux de son projet. Le problème, c'est qu'il y a déjà des concurrents, donc peu de gens sont prêts à l'aider. Mais il a une idée en tête et ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il écrit tout seul le rapport technique de son projet nommé Ethereum. Ok, Ethereum, c'est la manifestation ultime des idées de Vitalik. Et ces idées, c'est une décentralisation de tout, de manière ultra sécurisée. Pour atteindre ce tout sur Internet, il décide qu'Ethereum soit un système d'exploitation planétaire. Un système d'exploitation, c'est l'ensemble des programmes qui dirigent le fonctionnement et l'exécution des logiciels d'un appareil. Et ce système d'exploitation est gouverné par tout le monde et personne à la fois grâce à sa décentralisation. Il permet de résister à la censure et accroît nos libertés. Mais un bon système sans appli, ça sert à rien, et c'est pourquoi Vitalik a introduit aussi les applications décentralisées. On parle d'applications qui tournent de manière autonome, accessibles à tous et encore une fois qu'aucune autorité ne peut contrôler. Ces applications sont très variées, mais avant,
Pour éviter de vous perdre, Ethereum c'est la blockchain, et l'Ether est la crypto associée. Du coup, pour les applications, ça peut être des jeux vidéo comme Axie Infinity. Le but du jeu étant de collecter des Axis de petites créatures toutes mignonnes que tu vas faire combattre pour gagner des SLP. Une crypto permettant de faire monter en niveau tes Axis et pouvant être échangée contre de l'argent. Le système marche donc via sa communauté et c'est elle qui le possède littéralement. Car les Axis sont représentés sous forme de NFT. Un NFT représente la propriété d'un actif physique ou numérique sur la blockchain. Il est donc unique et dans notre cas permet de garantir la valeur et l'authenticité des Axis. De plus, la crypto pouvant servir de monnaie du jeu est également possédée seulement par les joueurs et ne peut pas être dupliquée via un système de triche ou même supprimée par les créateurs de Axie Infinity. Avec les applications décentralisées et la révolution Ethereum, les joueurs ne possèdent plus un simple compte stocké dans les bases de données d'une entreprise obscure, mais bien les fonctionnalités intrinsèques du jeu qui ne sont contrôlées que par eux, gravées dans la blockchain et ne pouvant être modifiées sans leur consentement. Le truc, c'est que les jeux ne sont pas les seules applications décentralisées qui existent. On peut citer Steemit avec 2 E qui est un réseau social façon Reddit. Le principe est simple, partager ses idées, ses avis, bref tout ce que l'on fait sur internet. Ensuite, les utilisateurs votent pour la pertinence des posts. Et selon la quantité de crypto Steam Power qu'ils possèdent, leur vote aura plus ou moins d'influence. Ainsi, cela donne plus de pouvoir aux utilisateurs, même si ceux qui ne possèdent pas beaucoup de Steam Power n'auront que peu d'impact sur les voix. Ils gagnent de l'argent via leur crypto et peuvent rémunérer les créateurs sans aucune pub. Bon, je vous l'accorde, les réseaux sociaux sur Ethereum pour l'instant c'est pas encore au point. Y a rien qu'à regarder l'interface pour le comprendre. C'est pour ça qu'on va parler des applications décentralisées ayant le plus gros impact sur la vision de Vitalik, les applications de finance. La plus connue, c'est AAV. Elle permet d'emprunter des cryptos en mettant d'autres en garantie. Imaginons que tu as des Ethers et que tu vas emprunter du Tether, une crypto stable reprenant le prix du dollar. Eh bien, tu pourras mettre tes Ethers sur AAV avec un taux de rendement fixe ou variable. Ils seront dits en collatéral. Et ensuite, emprunter du Tether que tu devras rembourser avec intérêt. Si vous voyez pas l'utilité de déposer pour pouvoir emprunter moins, laissez-moi vous expliquer. Imaginons que vous pensez que le prix de l'Ether va augmenter. Sachant que le Tether est une crypto stable, c'est-à-dire avec un prix fixe qui ne fluctue jamais, vous pouvez mettre vos Ethers en collatéral pour emprunter du Tether et avec ce dernier réemprunter des Ethers. C'est ce que l'on appelle faire un effet de levier. Étant donné que vous pensez que le prix de l'Ether va augmenter et sachant que le prix du Tether ne bougera jamais, petit à petit votre emprunt dépassera la valeur de votre dette. Et si vous vous dites que l'on peut faire ça à l'infini, vous avez parfaitement raison. Ainsi, plus vous refaites cette boucle, plus votre effet de levier augmentera. Maintenant, si vous avez raison, vos gains seront démultipliés, mais si vous avez tort, vos pertes aussi. Pour revenir aux applications décentralisées de finance, la plupart, comme AAV, sont contrôlées par les utilisateurs, et les créateurs ont autant d'influence qu'eux. Pour AAV, toutes les décisions sont prises par la communauté et votées démocratiquement à l'aide d'une crypto, le jeton AAV. Ainsi, plus tu as de ce jeton en ta possession, plus ton vote compte et donc plus tu as de pouvoir dans la prise de décision. Ils peuvent décider de rémunérer les créateurs du projet, payer des audits de sécurité pour éviter les piratages, car 23 milliards ça doit être bien protégé, ou encore payer les développeurs. Bref, tout ce que ferait une entreprise classique. Depuis le début, je vous parle de la blockchain, d'applications décentralisées et de crypto, mais je me doute que c'est pas très clair, alors voici un schéma. Ça, c'est la blockchain Ethereum, avec ses applications décentralisées. Et on a 3 autres éléments qui sont associés soit à une application, soit à la blockchain directement. Les cryptos, les protocoles et les smart contracts. Protocole, smart contract. Je sais que vous n'y comprenez rien, alors laissez-moi vous expliquer. Un protocole, c'est une loi valable partout sur la blockchain ou l'application auquel le protocole est associé. Par exemple, sur Ethereum, si tu veux créer un NFT, tu dois suivre le protocole ERC 721. Tu peux pas faire autrement, c'est une loi et c'est comme ça. Point. Ensuite, le smart contract, c'est le programme autonome qui va exécuter un protocole. Prenons un exemple imagé. Un protocole sur AAV dit si quelqu'un dépose X en collatéral, il peut emprunter Y. Monsieur A décide de déposer X. Le smart contract va alors s'activer et lui permettre d'emprunter Y. Un protocole sans smart contract ne sert à rien car il ne peut pas s'exécuter. Et un smart contract sans protocole ne sert à rien car il ne sait pas quoi faire. La question qu'on peut se poser, c'est qui a créé et imaginé tout ça? Bon, la vérité c'est que cette question n'en est pas vraiment une car on sait tous que c'est Vitalik Buterin. La vraie question cependant, c'est en quoi est-ce une révolution pour tout le monde? Car on a vu des exemples concrets, mais ta grand-mère ça va pas lui changer sa vie tout ça. Alors qu'est-ce qui est tel que le monde entier devrait en être au courant? Pour répondre à ça, il nous faut juste revoir ce qu'a construit Vitalik.
On est en 2013 et il vient de finir de rédiger le rapport technique, ce long texte mettant en clair la vision de notre protagoniste. Mais il va pas pouvoir faire ça tout seul, c'est pour ça qu'il part à la recherche de deux types de personnes, les créateurs et les investisseurs. Les créateurs, c'est le nom que je donne aux développeurs et à tous ceux ayant contribué à la création de l'infrastructure d'Ethereum. Les investisseurs sont évidemment très importants, mais on en reparle dans 2 minutes. Selon moi, le créateur le plus important de tous, c'est Gavin Hood. C'est un vrai génie parce qu'il a fait des trucs incroyables. Déjà, il a inventé le langage de programmation utilisé pour écrire des smart contracts, le Solidity. Il est rendu public et open source. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut maintenant écrire des smart contracts et pas seulement une entité au-dessus de tous. Ensuite, il a conçu la première version de l'EVM, Ethereum Virtual Machine, soit la machine virtuelle d'Ethereum en français. C'est l'un des grands piliers de la décentralisation d'Ethereum. C'est en fait la partie système d'exploitation d'Ethereum dans lequel sont présentes les applications décentralisées. En gros, c'est un bijou qui garantit décentralisation et sécurité. D'autres créateurs ont adapté une fonctionnalité de Bitcoin pour Ethereum, la preuve de travail. La preuve de travail est une compétition mathématique pour valider les transactions dans la blockchain afin que tout soit transparent. Et ce système requiert de résoudre un calcul mathématique très compliqué qui consomme beaucoup d'électricité. Pour l'instant, on arrive vers 2015 lors de la première levée de fonds ouverte au public. Et en 18 mois, Ethereum récolte 1 milliard de dollars. C'est là où les investisseurs ont joué un rôle très important dans le développement de la vision de Vitalik. On peut citer Coinbase, une grosse plateforme permettant de posséder facilement de la crypto, et un fonds d'investissement américain appelé Andreessen Horowitz. Un autre acteur important est Consensus, le GOAT qui a poussé la promotion d'Ethereum en investissant dans des projets d'applications décentralisées. Tout se passe bien pour Ethereum et Vitalik. On arrive donc en 2022 lors de la mise à jour de Merge. C'est la première grande révolution interne. Comme dit précédemment, la preuve de travail consomme beaucoup trop. Vitalik veut le mieux pour l'humanité, je pense que ça se voit. Donc une équipe est créée pour mettre au point un protocole permettant de réduire la consommation énergétique d'Ethereum de 99%. Dedans, on y retrouve la preuve d'enjeu. Le principe, c'est qu'au lieu que toutes les machines soient en compétition pour résoudre le calcul, il n'y en a qu'une seule choisie au hasard pour s'atteler à la tâche. Et cette machine doit avoir 32 Ethers pour faire le travail. Honnêtement, c'est ultra compliqué à comprendre. Et moi-même, j'ai pas vraiment compris comment ça fonctionne. Ce qui est important à retenir de tout ça, c'est pas les termes techniques, comme EVM ou preuve d'enjeu. Non, ce qui compte vraiment, c'est que le pouvoir est revenu dans les mains du peuple. Les applications et les protocoles sont dirigés par ceux possédant la crypto du projet, ceux pour qui le projet compte vraiment. Que ce soit une application décentralisée ou Ethereum directement, le pouvoir de décision est décentralisé tout comme le stockage des informations. Rien n'est possédé par une seule entité et la liberté de penser est mise au centre des projets. Tout le monde a son mot à dire. En fait, si pour l'instant les acteurs majeurs sont dans la finance, qui nous dit que dans 10 ans, voire même 5 ans, ce sera encore le cas? Internet fonctionne par étapes. Le web 1.0, c'était celui où tu étais un consommateur et c'est tout. Tu ne pouvais faire que regarder. Le web 2.0, c'est l'internet du partage avec les réseaux sociaux et le début de la liberté d'expression dans les forums et même sur YouTube. Mais cette liberté d'expression étant conditionnelle, soumise aux restrictions des plateformes, le web 3.0 est apparu. C'est internet où les utilisateurs dirigent ensemble. Les restrictions sont le fruit d'un consensus et les révolutions d'un travail collectif. Personne ne peut l'arrêter, pas même les plus grandes puissances du monde avec tout leur arsenal militaire. Rien ne peut être falsifié, les crimes sont visibles et gravés à jamais dans la blockchain. Nous assistons à l'internet indestructible, le plus sécurisé possible, mais qui malgré ces facteurs permet à toutes les idées d'éclore. Ainsi, toutes sortes de projets peuvent voir le jour, autant des arnaques que des bénédictions. Car si pour l'instant la majorité a peur de la blockchain à cause des arnaques NFT, je suis intimement persuadé que nous y verrons des projets pouvant changer des vies. Imaginez que l'on possède tous une identité numérique sous forme de NFT. Plus besoin de papier inutile, mais surtout plus de fraude, car les NFT sont uniques, donc non réplicables. Cela ouvrirait un accès bancaire et éducatif aux milliards de personnes sans papier. Pareil pour nos dossiers médicaux qui pourraient être sous forme de NFT. Ils seraient indestructibles car décentralisés et accessibles partout dans le monde. Le suivi serait aussi standardisé, réduisant drastiquement les problèmes de logistique et les erreurs. On pourrait même entraîner des IA avec toute cette base de données, mais en choisissant de garder les noms des patients anonymes. Une IA correctement entraînée peut vous détecter un cancer 10 ans avant qu'il arrive et vous pourriez éviter
à une mort certaine. Je n'ai jamais rencontré personnellement Vitalik Buterin, mais je pense que sa vision du futur doit être proche de celle-ci. Ou si elle est à des années-lumière, c'est parce que c'est un visionnaire hors pair. Bref, il veut que la blockchain serve pour le bien. Par exemple, il a donné 1 milliard de dollars en Shiba Inu à des fonds de secours indiens contre le Covid-19. Il a aussi donné plusieurs millions pour la lutte contre les maladies et la recherche dans l'IA éthique. De plus, Vitalik regrette que les casinos en ligne soient prédominants sur Ethereum. Il dira même « Nous avons construit un système financier mondial, pas un Las Vegas virtuel ». En fait, il ne veut pas de l'argent, mais un futur qui correspond à sa vision. En ce moment, l'objectif d'Ethereum, c'est de s'agrandir toujours plus, pour plus de décentralisation et de projets. Buterin vise 100 000 transactions par seconde, s'apprêtant à détrôner Visa. Vitalik avait une vision, il a tout fait pour la mettre en œuvre et regardez où ça en est. Évidemment, il n'aurait jamais réussi seul, mais s'il ne se serait pas dit « Allez, je vais créer Ethereum puisque j'ai que ça à faire pour que ça change », bah rien n'aurait changé. Aujourd'hui, on a toutes les clés en main et les libertés nécessaires pour réussir. Et honnêtement, dans 5-10 ans, pour rivaliser avec une IA, faudra une compétence que personne n'a, ou une idée que personne n'a eue. À l'heure, ne perdez pas plus de temps. Vous n'avez pas les mêmes ailes en cire qu'Icare, donc contrairement à lui, rêver et atteindre ses sommets vous est parfaitement faisable.